à toutes et à tous, bienvenue, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission L'Invité. Aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir des entrepreneurs qui vont sauver la planète, enfin du moins on l'espère. Nicolas Sabatier, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des fondateurs de Time for Planet. Alors j'avoue humblement que moi je ne connaissais pas il y a encore quelques mois. On ne parle que de vous. Qu'est-ce que c'est Time for Planet ? Déjà, on ne s'en rend pas compte, nous, dans notre bulle, qu'on ne parle que de nous, donc ça me fait un peu rougir. Qu'est-ce que c'est? C'est le résultat d'une réflexion qu'on a eue il y a 3 ans, de se dire le réchauffement climatique, c'est quelque chose d'absolument terrifiant, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Et notre choix s'est orienté entre on s'achète une petite maison à la campagne, on apprend à cultiver, un peu comme Candide, et on crée notre petit bonheur en attendant de voir ce qui se passe. Et en même temps, ça nous embêtait parce que ce qui nous motive, nous, dans nos vies, c'est quand il y a le maximum de personnes autour de nous qui vont bien. Et donc finalement, on partirait avec aussi un gros boulet de culpabilité à se dire on n'a pas tenté grand-chose. Donc on a fait un petit bilan de compétences, ce qu'on sait faire. Le on, parce que vous parlez du on, mais c'est vrai que pour revenir encore plus à l'origine et à la genèse, au départ, et c'est ça qui est assez étrange, on va en reparler, c'est 6 fondateurs, c'est-à-dire que c'est 6 chefs d'entreprise ou des personnes qui étaient dans l'entrepreneuriat lyonnais au départ, qui ont eu effectivement ce constat, qui se sont dit on va faire quelque chose, et c'est ça, il y a aussi cet esprit entrepreneur. Justement, voilà, notre bilan de compétences, c'était sur l'entrepreneuriat, sur le fait qu'on arrivait à parler avec tout le monde, à rassembler beaucoup de gens dans tous les projets qu'on a mis en place. Et donc, l'équipe, elle est constituée de Medicoli, avec qui on avait monté une première entreprise il y a 12 ans. Denis Galagarcia, qui a un profil ingénieur et qui, lui, a fait de l'accompagnement au financement de l'innovation pendant 10 ans. Laurent Morel, qui, lui, était à la tête d'un cabinet d'expertise comptable. Arthur Aubeuf, qui lui a plutôt été dans le digital et dans les communautés, les médias, et Colline Debelle, qui a été fondatrice de Artips, qui est une entreprise qui diffuse de la culture essentiellement. D'accord. Donc vous vous dites à 6, parce qu'il y a une dimension aussi assez générationnelle, c'est des trentenaires pour faire très très simple. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites on est un peu la dernière génération à pouvoir faire quelque chose. Parce que moi qui suis d'une génération différente, ce qu'on entend un peu quand on parle réchauffement climatique, on dit alors, c'est peut-être trop tard, on ne sait pas quoi faire, etc. Mais ce n'est pas du tout ce que se disent les plus jeunes. Eux, au contraire, ils se disent non, là, il faut y aller, il faut faire quelque chose. Quoi. On se dit surtout, on n'a pas le choix. Donc, on ne lit pas dans l'avenir, on ne sait pas comment ça va se passer. Et nous, on a tout simplement pris ceux qui savent, les rapports du GIEC, qui a dit qu'il y avait encore possibilité de faire des choses dans les 20 prochaines années. Donc, on a un peu cette fenêtre de tir-là. Non pas pour annuler le problème, mais pour l'amoindrir pour la fin du siècle. Pour que vous situiez un peu la problématique, si aujourd'hui on arrête d'émettre l'intégralité des gaz à effet de serre sur toute la planète, jusqu'en 2050, donc pendant 30 ans, la température va augmenter naturellement. Donc c'est absolument terrifiant. Un autre petit truc qui peut permettre de comprendre aussi la gravité de la situation, souvent on entend parler des +1, +2, +3, +5, mais on se dit que ça passe de 35 à 37 l'été, ça ne change pas grand-chose. En réalité, déjà, il faut situer les bornes. C'est plus 2 degrés à la fin du siècle, donc en 2100, par rapport à 1900, par rapport à la température moyenne. Ça désigne une température moyenne à la surface du globe. Et ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au-dessus des océans, c'est 2 fois moins élevé. Donc quand on entend +2, en fait, il faut entendre +4, parce que nous, on est des terrestres, donc on est au-dessus. Et là encore, c'est une température moyenne à la surface du globe. Ça veut dire que les pics, il faut encore doubler. Donc de +2, on passe à +4, et de +4, on passe à +8. Donc en fait, on n'est pas de 35 à 37, mais de 35 à 41. Et ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Sachant qu'en plus, si on y arrive, c'est du +2 à la fin du siècle, on va monter par des pics en 2050 avant d'espérer pouvoir y redescendre. Et donc dans les scénarios, les plus pessimistes sont à +7 degrés, mais je vais juste prendre celui de +5 pour que vous situiez. Le +5, du coup, on double, on arrive à +10. Et de nouveau, on double à +20 pour avoir des pics. On parle déjà de pics à 50-55 degrés à Lille en 2050. Donc voilà, c'est quand vous prenez conscience de ça à travers les rapports du GIEC, à travers des outils comme la fresque du climat, on ne dort pas très bien. C'est irréfutable, indéniable, et c'est vrai, c'est juste qu'il faut faire quelque chose. Alors du coup, vous vous réunissez et vous créez une espèce de truc un peu hybride, parce que c'est à la fois un fonds d'investissement, une coopérative, dans un mode start-up agile. Enfin, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez réuni quoi? De l'argent, des fonds? Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Ça part déjà d'un modèle qu'on avait eu il y a une douzaine d'années dans notre esprit, de se dire si on veut lutter contre la précarité et la pauvreté, on pourrait avoir une entreprise qui crée des entreprises, et chaque entreprise
sa façon de mesurer sa réussite, son impact positif sur la société, c'est le nombre de personnes sorties de la précarité. Et il faut avoir un modèle économique pérenne, stable, pour pouvoir employer des gens, se développer, etc. Donc on prenait les outils du capitalisme, mais on fixait des objectifs sociétaux. Donc ça, on l'avait dans les cartons depuis un bout de temps, et donc finalement, on a ressorti ce truc-là des cartons en disant, ça, on va le faire, mais on va le dédier à la lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, comment on fait au début pour constituer une équipe? Finalement, on se dit de quoi on a besoin. Et donc, on est allé chercher Laurent pour l'aspect juridique, on est allé chercher Denis pour l'aspect scientifique, Colline pour l'aspect médias et discussion avec les grandes entreprises, et Arthur pour ses sphères réseaux sociaux et communautaires. Vous avez mis les compétences. On va chercher les compétences, tout simplement. Et là, je dis, voilà, c'est allé très vite, on parle beaucoup de vous. Il y a un an, c'est un projet qui a un an. Mais aujourd'hui, vous avez levé, puisque l'objectif, c'est de lever de l'argent, avec des actionnaires qui sont quoi? Des citoyens lambda, quelques entreprises. Vous avez 13 000 associés maintenant et levé à peu près 2 millions. Qui sont ces 13 ou 15 000 personnes qui vous donnent de l'argent? Qu'est-ce qu'ils en attendent? Pourquoi ils viennent? Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Comment ça se passe? Alors ça, c'est l'aspect justement, nous, on a eu cette problématique-là, comment j'agis? Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi envie d'agir. Individuellement, on peut faire des efforts, mais le résultat va être assez faible. Il faut vraiment qu'il y ait des outils gigantesques pour lutter contre un outil gigantesque. Donc effectivement, on a mis comme ambition de dire on va aller chercher 1 milliard et créer 100 entreprises. Ce qui est un peu contre-intuitif. En même temps, dire on va chercher 50 millions pour lutter contre le plus grand problème de l'humanité, a priori, c'est pas très crédible non plus. En tout cas, peu importe si on y arrive ou pas à ce milliard, ça fixe la dimension du projet. Il faut que ce projet soit gigantesque et soit international. Et on a voulu que n'importe quel citoyen puisse devenir actionnaire de Time for the Planet. C'est un des mots d'ordre, c'est de se dire on a besoin des citoyens, des citoyennes, on a besoin des entreprises, on a besoin des associations, on a besoin des collectivités. Toutes ces personnes-là peuvent devenir actionnaires de Time for the Planet. Donc, une fois qu'ils sont actionnaires, qu'est-ce que vous allez faire? L'idée, c'est de créer des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a un comité scientifique, il y a un comité d'évaluation. Vous allez choisir des projets, monter des boîtes, aider des boîtes. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent concrètement? Je sais que le maître mot, c'est l'innovation. Mais comment est-ce que vous valorisez l'innovation? Comment est-ce qu'on la concrétise, quoi? Tout à fait. À chaque fois, il faut être pragmatique, on est bien d'accord. Donc, une fois qu'on a ces personnes-là, on a des moyens de faire des choses. Et il va falloir les mettre en œuvre. Donc nous, notre cœur d'activité, c'est de créer des entreprises, vous l'avez bien dit. Ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a des innovations géniales qui sont portées par des scientifiques dans des laboratoires, mais que la difficulté, c'est de passer d'un laboratoire, quelque chose de théorique, à quelque chose de concret. Ce qui va transformer une idée théorique ou de labo, souvent, ça va être une entreprise. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir une table à la fin, et cette table, elle a été pensée par un ingénieur à un moment. Donc, on va identifier des innovations qui peuvent être high-tech, low-tech ou no-tech, peu importe. Notre critère, c'est qu'elles aient un effet direct sur les gaz à effet de serre. Par exemple, on ne va pas investir dans des choses qui ont pour vous sensibiliser. Il faut sensibiliser les gens, mais ce n'est pas nous qui le ferons. On est dans l'action. Donc, il y a un rapport direct. Ensuite, ces scientifiques qu'on va repérer, on ne va pas leur apprendre à devenir entrepreneurs. On n'est pas un incubateur, on va directement leur adjoindre un créateur d'entreprise confirmé. Ou une créatrice. Une fois que ces deux personnes-là sont ensemble, si on injecte des fonds et de façon massive dès le début de la création de l'entreprise, ils peuvent aller plus vite dans leur déploiement. En fait, c'est un peu comme si on venait doper la création d'une entreprise avec de l'argent. Et puis malgré ça, on s'est dit, on peut quand même échouer, parce que même avec des bons ingrédients, on peut faire un mauvais gâteau si on crame par exemple. Voilà. Et donc là, l'enjeu, c'était de se dire, il faut qu'on réussisse même si on échoue. Alors ça peut être contre-intuitif cette phrase-là, et donc l'idée, c'est qu'on peut ne pas avoir de chance, un peu mal exécuté. Il peut y avoir des petites choses qui font que ça ne marche pas. Et donc, plutôt que de jeter du jus de cerveau à la poubelle, on s'est dit qu'il fallait que d'autres créent aussi. Donc, en fait, on va créer nos concurrents. On va utiliser l'open source, c'est-à-dire qu'on va donner le droit à n'importe qui dans le monde d'utiliser nos innovations, d'avoir un modèle économique et finalement de créer une activité. C'est là où on voit qu'il y a quand même un changement par rapport à ce qui se faisait habituellement. C'est-à-dire que non seulement, en gros, on donne les idées à tout le monde en encourageant à faire, en plus, il n'y a pas de spéculation possible, parce que l'idée, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est que tout soit redépensé. Il y a quelque chose d'assez égalitaire, parce que chaque action permet de s'exprimer. Enfin, c'est vraiment quand même une autre manière de regarder l'investissement. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que tout le monde vous regarde, mais j'allais dire, est-ce qu'on ne vous regarde pas un peu de manière étrange? Qu'est-ce qu'on pense, je sais pas, les entreprises traditionnelles, les banquiers, les fonds d'investissement classiques, ils se disent pas, c'est un peu foufou, parce qu'en fait, vous secouez le landerneau, ce qui ringardise un peu ce qui se faisait avant, ou qui montre que ça allait peut-être pas assez vite, quoi, en fait.
c'est ça? Bah, c'est pas notre volonté de ringardiser ce qui se fait ailleurs. Nous, à chaque fois, c'était du pragmatisme. Comment on va plus vite? Et on l'a pas dit, mais effectivement, nos actionnaires renoncent à toucher des dividendes. Statutairement, il y a écrit que tant que l'écart de température ne sera pas revenu à 0 degré, autant vous dire que c'est impossible, on ne peut pas distribuer de dividendes. Ça met tout le monde d'accord et de toute façon, c'est pas grave. Parce que, heureusement, l'être humain, il n'est pas motivé que par l'argent. Il est motivé par beaucoup de choses. Et prendre soin des générations futures en fait partie. Donc déjà, on recrée une histoire commune de on va agir. Renoncer à des bénéfices, ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas. On sera rentable, il y aura de l'argent qui sera créé. La seule différence, c'est qu'on ne va pas le distribuer, on va le réinvestir intégralement dans d'autres projets. Donc finalement, on utilise les outils économiques actuels et on change juste la finalité de l'argent, on le repositionne comme un outil. C'est Aristote qui faisait la distinction entre l'économie, donc on échange des biens et des services pour résoudre des problèmes, et la crématistique, on échange des biens et des services pour s'enrichir uniquement. Et il trouvait qu'il n'y avait pas de sens. Ça a été la base d'ailleurs de beaucoup ensuite d'écrits. Mais voilà, on repositionne l'argent comme un outil. Alors, ce qui est à la fois fascinant et en même temps peut-être un peu frustrant en conséquence, c'est qu'on se dit, peut-être que ça aurait pu être fait avant, peut-être que ça aurait pu être les politiques, peut-être que ça aurait pu être les pouvoirs publics. Pourquoi est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui a eu de sauver la planète en fait? Alors, je sais pas, je pense que ça sera collectif, c'est pas que Ça va stimuler l'entrepreneuriat. du moins peut-être un peu. Ouais, en fait, si je peux reprendre une image que moi j'avais souvent, c'était de me dire, bon, quand on essaie de se mobiliser en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on a? On a nos gestes du quotidien, on peut aller faire des marches climat, on peut signer des pétitions. Même arriver dans la sphère bataille juridique devient compliqué pour un citoyen. Là, on va plutôt être du côté des associations qui vont prendre ce rôle-là. Et finalement, je me disais, bon, j'agis comme ça, mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur un bateau qui est en train de couler. Est-ce qu'il ne faut pas, à ce moment-là, ne pas attendre de la part de gens dont le métier n'est pas d'inventer et de créer? Pour nous, le politique, il est là pour réglementer. La société évolue et à un moment, le politique, il dit « Ok, j'acte que ça a évolué ». Si je demande à quelqu'un qui est surtout là pour gérer, de créer et d'imaginer et d'inventer, en fait, je pense que je ne m'adresse pas à la bonne personne. Et tu vois, par exemple, souvent, nous, on ne dit pas entrepreneur, on dit créateur d'entreprise. Souvent, dans le terme entrepreneur, en France, il a deux sens, et notamment celui de dirigeant d'entreprise. Mais un dirigeant n'est pas forcément un créateur. Et donc, nous, les créateurs d'entreprise, il y a plutôt cette dimension j'invente des nouvelles choses. Et on se dit, bon, là, peut-être que l'action, elle n'est pas assez efficace, citoyenne, il faut qu'on la fasse nous-mêmes en contournant un petit peu ce monolithe qu'on pourrait appeler le système, qui est difficile à bouger, mais ce n'est pas qu'il ne veut pas bouger, c'est qu'il ne sait pas forcément comment faire. Donc on crée une autre possibilité, une autre histoire de faire de l'entrepreneuriat de cette façon-là, avec des nouveaux indicateurs de réussite et de performance. Et puis, si ça marche, peut-être qu'il y a des gens qui prendront la suite. Utiliser l'énergie un peu différemment pour pas qu'elle se perde. Exactement, c'est inventer des nouvelles choses possibles. Mais tu le disais tout à l'heure, comment les fonds, les entreprises nous voient, etc. Au début, ça surprend parce qu'ils se disent ils sont fous, ça ne peut pas marcher leur truc. Sauf que nous-mêmes, on est des entrepreneurs, on a dirigé et créé des entreprises, on sait comment. C'est pas une lubie, on sait comment ça fonctionne, on est complètement conscient de toutes ces réalités-là. Donc on va juste utiliser tous ces outils qu'ils utilisent eux-mêmes. Donc au bout d'un moment, une fois qu'ils nous rencontrent, en fait, ils se rendent bien compte que sur le papier, ça peut fonctionner. Mais sur le papier, toutes les idées peuvent fonctionner. Après, c'est la mise en œuvre. Et donc là, c'est un autre enjeu. Et notre force, c'est qu'on est très organisé, on se connaît très bien nous aussi, c'est qu'on arrive à déployer. Et ce qui fait qu'au bout d'un an, alors un an plus précisément, c'était notre première conférence publique. Ça faisait quelques mois déjà qu'on commençait à réfléchir. Mais en tout cas, cette partie-là fait qu'on a réussi à lever 1 million en un an, puis un autre million en 2 mois. Et fédérer bientôt 15 000 actionnaires. Ça s'accélère, c'est-à-dire qu'il y a un effet vertueux. C'est ça. Alors je parlais des politiques au niveau national, etc. On est à Lyon, même si j'ai bien compris que le mouvement il a vocation à être à la fois national, mais même international, on va en reparler. Mais à Lyon, il se trouve qu'il y a des élus qui sont arrivés au pouvoir, qui sont peut-être plus sensibles à la cause écologiste, etc. Est-ce que vous entretenez des liens avec eux? Comment ils vous regardent? Est-ce qu'ils essayent de vous aider? Est-ce que ça bouge un peu localement et nationalement par rapport à ce que vous faites? Oui, alors notre priorité n'est pas forcément de discuter avec les partis politiques, parce que du coup, nous, on est apolitique. Par contre, avec des élus, oui, et un élu, peu importe son étiquette, il est élu. Donc nous, c'est le cas, on discute avec beaucoup d'élus au niveau Assemblée nationale, État ou collectivité. Et on espère que ces politiques,
ces élus, accéléreront avec la réglementation. Et finalement, c'est ça le rôle d'un politique. Ouais. C'est selon C'est de faciliter, quoi, plus que Bien d'empêcher. évidemment. C'est de permettre pour Bien évidemment. l'initiative. Bien évidemment. Alors dans les besoins, dans les perspectives, là on est encore en début d'année, qu'est-ce qu'il y a comme... parce qu'il y a des jours où on déprime un petit peu quand même, où c'est pas évident, ça doit être un peu lourd à porter, un peu comme Sisyphe, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme perspective? En 2021, vous allez rentrer dans le concret, il va y avoir les premières entreprises qui vont être créées. C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce qu'on a comme raison d'espérer pour cette année? Alors déjà, effectivement, il faut que peut-être j'explique comment on va sélectionner Oui, les innovations, parce très que je bien. crois qu'on a... et il y a aussi quelque chose qui est important à expliquer. Parfois, on nous dit, oui, mais vous faites beaucoup de com. Oui, on fait beaucoup de com parce que on a besoin de fonds pour attirer des projets innovants. Et si on n'a pas de fonds, ils ne viennent pas. Et à l'inverse, le fait aussi d'avoir des actionnaires citoyens qui mettent des petites sommes nous permet ensuite de toucher des gros groupes parce qu'ils sont curieux et ensuite qui vont rejoindre en mettant beaucoup de fonds. Donc la première année a été consacrée à ça. Depuis le 2 décembre, on a officialisé notre méthode de sélection des innovations, en tout cas notre première version, parce que c'est très évolutif l'entrepreneuriat. Et elle se passe en 4 phases. La première, c'est une phase de présélection des innovations. C'est notre communauté, donc c'est des actionnaires, il y a même des gens qui ne sont pas actionnaires qui nous aident, qui sont formés, et eux, ils vont évaluer le potentiel d'une innovation qui nous est remontée. Non seulement le potentiel, mais est-ce que ça rentre bien dans les 20 problèmes que Time for the Planet veut traiter? Et en gros, c'est calé sur le GIEC. Le GIEC dit qu'il faut de la sobriété, il faut aussi des innovations. Et donc, il vérifie que c'est bien là-dedans. Cette communauté va noter. Aujourd'hui, on a plus de 1500 évaluateurs. Il y a près de 2000 notes qui ont été données à 200 innovations. Et encore, c'est que le début. Mais on espère faire mieux et plus qualitatif avec des partenariats avec le CNRS, le CEA, etc. Mais ça, c'est la première mouture. Ensuite, les meilleures innovations vont remonter à un comité scientifique composé de 14 personnes, des experts scientifiques, des experts industriels, également des gens issus des sciences sociales. Et ces personnes-là vont noter les innovations qui vont remonter. On va de nouveau choisir celles qui nous paraissent les plus pertinentes. En fait, ce comité-là va surtout écarter celles qui, d'un point de vue scientifique, ne tiennent pas la route. Ça peut arriver. Donc ensuite, on va passer à la phase 3. La phase 3, c'est ce qu'on appelle rechercher le marché, des méthodes de gros hacking. En fait, on va aller vérifier si potentiellement on pourra vendre, louer, peu importe le modèle économique, mais comment faire pour qu'il y ait un marché, pour que cette innovation se développe. S'il n'y en a pas, on n'y arrivera jamais. On peut pas, sans argent, on ne peut rien faire. Ensuite, dernière étape, qui souvent n'est pas testée, mais nous, on connaît cette importance, c'est de vérifier que nos fameux scientifiques et nos fameux entrepreneurs, entrepreneuses soient capables de travailler ensemble. Donc, on va les faire remplir des petits objectifs sur quelques semaines ou quelques mois, selon l'innovation. Et à la fin, ils vont être capables de nous dire oui, on veut travailler ensemble ou pas. Une fois que ces 4 étapes-là ont donné des voyants verts, nous, en tant que gérant de Time for the Planet, on monte un dossier qu'on soumet à un conseil de surveillance qui en fait, représente les actionnaires de Time for the Planet, qui vérifient notre bonne gestion. Et une fois qu'eux donnent leur feu vert, c'est soumis en assemblée générale, donc devant tous les actionnaires, et on va voter l'investissement et donc la création définitive de l'entreprise. Bon, ça a l'air compliqué, mais c'est important d'avoir toutes ces étapes, parce que c'est à la fois très transparent et très collaboratif et très collectif. Et donc, vous avez espoir d'avoir presque vos premières innovations qui sortiraient dans l'année, c'est ça quand même? C'est ça. Depuis décembre, il y a ce qu'on appelle la première sélection des innovations. Donc, il y a un premier test qui se fait. Le comité va se réunir 4 fois par an. Donc, en fait, par année, il y aura 4 phases de détection. Et notre objectif, c'est effectivement de créer les 3 premières pour qu'on arrête de nous dire « vous faites que de la com ». Et une fois qu'on aura créé les 3 premières, on pourra cette fois-ci commencer l'internationalisation parce que déjà, expliquer Time dans sa langue, c'est compliqué. Alors dans une autre culture, ça l'est encore plus. Si on a au moins quelque chose à montrer, regardez, c'est ça qu'on a fait en France, c'est plus facile d'expliquer. Et même en France, on pense que ça nous aidera aussi. Témoignage avec quelque chose de concret, etc. On appelle ça un POC, une Proof of Concept. On prouve que ce qu'on raconte d'un point de vue théorique, on est capable de l'exécuter et de le mettre en œuvre. De façon artisanale pendant 1 an et demi. Donnez-nous ensuite des moyens de le faire de façon plus rapide et plus efficace pour la suite. On a quand même des raisons d'avoir de l'espoir alors. On trouve des choses intéressantes, oui. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? La notoriété, on y contribue modestement, on va essayer d'en parler le maximum.
Il y a quoi? Besoin de notoriété, d'argent, je suppose. Qu'est-ce que vous recherchez en priorité aujourd'hui? Les deux besoins pour aider Time for the Planet dans sa mission, effectivement, ça va être la notoriété. Time ne pourra pas exécuter sa mission si on reste un projet lyonnais ou français. Il faudra qu'on soit international. Peut-être que la scientifique de génie, elle se trouve au Pérou et que l'entrepreneur de choc, il est en Ukraine et qu'un milliardaire ou une milliardaire namibienne pourra nous aider. Donc, il faut qu'on fasse parler Time for the Planet partout. Time for the Planet est un mouvement citoyen, donc ça doit aider à diffuser. Le deuxième, c'est que si on a trouvé cette entrepreneuse de génie et ce scientifique génial, eh ben, il nous faut des fonds. Sans argent, on ne pourra rien faire. Donc c'est également le nerf de la guerre. Il nous faut ces deux outils-là. Donc n'importe quelle action que vous mettriez en œuvre pour nous faire connaître ou pour nous trouver des financements contribuera à aider Time for the Planet. Bon, ben voilà, je crois que le message est passé. Merci beaucoup Nicolas pour votre engagement et votre passion. Je crois qu'on a bien compris l'urgence de l'enjeu et on va indiquer évidemment l'adresse internet de Time for the Planet pour que les gens puissent venir s'associer à votre projet. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir, merci. Merci.